Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores avec le numéro 175 du menu crowdfunding. Vous l'entendez déjà peut-être, mais j'ai la voix qui commence à se barrer un petit peu en vrille, donc même s'il y a plus de matière que ces 2-3 dernières semaines sur le menu de cette semaine, je vais quand même essayer de faire quelque chose de relativement court, de ramasser, de concis, parce que de toute façon ça va se barrer en vrille et ce serait bête que ça arrive à la fin de la vidéo, là où les campagnes les plus intéressantes arrivent. Et puis au-delà de ça, ce soir j'enregistre aussi avec notre compère Nix pour un podcast chez lui. Donc si j'ai plus de voix, ça marche moins bien, vous en conviendrez. Du coup, on se lance sans plus tarder dans le menu habituel, à savoir les entrées, les plats principaux et les desserts par ordre croissant de comme d'intérêt, subjectivo, objectif. On va pas changer une formule qui gagne. Voilà, sans plus tarder, on y va. La première campagne de cette semaine, elle est portée par Japanime Games, dont c'est le 33e projet sur Kickstarter. Bon, comme leur nom l'indique, ils vont souvent être amenés à porter des projets de localisation en langue anglaise de jeux précédemment sortis en japonais. On en a vu assez récemment avec Hacklat par exemple, ou même avec Oshipush. Bref, ils ont quand même pas mal de jeux qui ont fait des résultats relativement corrects. Tanto Kuole, je pense, a une assez bonne réputation notamment. Même des trucs datés de manga d'ailleurs, un Fruits Basket par exemple. Mais donc, il nous revient avec un nouveau projet, lui aussi d'ailleurs issu du monde du manga, de l'animé. Je crois qu'il y a déjà plusieurs jeux vidéo comme ça, enfin, sur cette œuvre au Japon. Et c'est donc Sword Art Online, qui donc connaît une nouvelle campagne, avec pour l'instant un nombre de contributeurs assez léger, hein, 131 contributeurs seulement 13 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu de combat stratégique, tactique. On a une map partagée, on va construire son équipe avec différents personnages issus de l'œuvre donc de Sword Art Online, avec plus ou moins de synergie, d'asymétrie entre les personnages, un petit peu de gestion de main, parce qu'il y aura pas mal de cartes propres aux personnages en question, cartes qui sont elles-mêmes issues pour ce qui est de l'aspect artistique de l'animé lui-même, en tout cas c'est l'impression que ça donne, et donc on va se foutre sur la tronche avec nos personnages asymétriques issus directement de l'œuvre originale, sachant que c'est un jeu qui se déclinera en beaucoup de petites extensions, de character pack, on va dire. On voit ici par exemple l'extension Masters and Students avec 4 nouveaux personnages, etc. Donc on peut rapidement imaginer qu'il y aura d'autres arènes, d'autres personnages, d'autres équipes et synergies à aller imaginer au fur et à mesure que le jeu se développe, en tout cas si ça marche. Là pour le pack qui fait l'objet de cette campagne, il coûtera 50$, sinon on peut directement aller chercher du 125$ avec 3 extensions et puis des petites promo cards aussi pour accompagner le tout. Voilà, c'est pas un truc qui me parle du tout parce que je connais le nom de Sword Art Online et c'est un truc qui a été assez populaire il y a quelques années au Japon. Je pense que c'est un tout petit peu passé de mode maintenant, mais je sais pas du tout ce qu'il en est au niveau de la qualité. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Bref, la DA me plaît pas particulièrement non plus, donc je suis pas le cœur de cible de ce jeu, mais vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Donc pour Sword Art Online, 131 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne. Il s'agit ici aussi d'une licence, mais cette fois-ci pas d'animé, mais d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui était débarqué sur nos PC il y a une dizaine d'années de ça, je crois environ, et qui s'appelait Goat Simulator, un grand n'importe quoi dans lequel on incarnait une chèvre dans une sorte de monde en bac à sable, ouvert, bien que relativement petit, et on faisait juste n'importe quoi. Et la physique de la chèvre, des objets du monde dans lequel elle évoluait, c'était aussi du grand n'importe quoi. Et du coup, maintenant, c'est Mood, 8e projet sur Kickstarter, qui nous propose justement une adaptation jeu de cartes sur cette licence de Goat Simulator. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils vont vouloir faire, mais quand même, Mood, n'oublions pas qu'ils sont derrière certains projets assez importants. On les a vus, notamment le plus connu récemment, c'est Deep Rock Galactic, qui avait fait une superbe campagne d'entrée pour le jeu de base, puis une extension par la suite qui, elle aussi, avait rencontré un franc succès, parce que pour ne parler que de l'extension, on était quand même à 10 000 contributeurs pour ce qui est, là encore, une adaptation d'un jeu vidéo. Et là, du coup, encore une fois, un jeu vidéo adapté, sauf que celui-ci est quand même moins... pas forcément moins connu, parce que Goat Simulator est
connu, mais peut-être qu'il n'est pas tant joué que ça en revanche. Tout le monde sait que c'est un grand n'importe quoi, mais est-ce que les gens y jouent? Je suis pas sûr. Et du coup, le résultat s'en fait sentir un petit peu, puisqu'on est actuellement à 900 contributeurs, ce qui est quand même pas mal, mais c'est rien en comparaison de Deep Rock Galactic par exemple. Il reste 19 jours avant la fin de la campagne, elle est quand même largement financée bien évidemment, et vous pouvez l'imaginer de par la licence d'origine du jeu, qui est donc l'objet de cette adaptation, bah ça va être un jeu hyper chaotique, un peu n'importe quoi. C'est pour 2 à 6 joueurs, ça va avoir 2 à 6 joueurs de jeu de cartes exclusivement, dans lequel on va avoir donc notre chèvre, et ça va être du grand n'importe quoi. On va bien simplement choper des nouvelles cartes que l'on va ajouter sur notre chèvre. Ça peut être des vêtements, ça peut être différents items qui vont ajouter des petits effets par-ci par-là. Il y aura des cartes de karma, il y aura aussi un petit peu de take that pour faire perdre des points à nos adversaires en espérant aussi pouvoir remporter 10 points avant tout le monde pour pouvoir l'emporter. Bon, ça va être marrant sur le papier, peut-être pour les gens qui ont joué aux jeux vidéo, ça leur parlera un petit peu plus. Moi, j'avoue que j'y ai joué une fois il y a justement, je sais pas, 8, 9, 10 ans quand c'était sorti, parce que, voilà, pour le fun, c'était gratuit au Mans, où je l'avais pris. Et je m'en suis lassé assez rapidement parce qu'il n'y avait rien à faire, en tout cas à l'époque. Est-ce que le jeu a été développé ensuite? Aucune idée. Mais on sent que même la physique un petit peu hasardeuse du jeu de vidéo est reprise un petit peu dans la direction artistique. C'est assez drôle à ce niveau-là. Mais bon, c'est vraiment pas un truc qui me parle outre mesure. Vous me direz si éventuellement le jeu vidéo a beaucoup évolué depuis sa sortie, parce que si c'est pas le cas, je vois pas comment on peut s'amuser plus que 5-6 heures dessus, quoi, vraiment. Pour ce qui est des pledges, on a un pledge de base à 20 €, avec donc la boîte de base, avec les cartes, et une peluche, donc quand même vraiment très abordable, puisque pour 20 € vous avez le jeu et une peluche à l'effigie de la fameuse chèvre de Goat Simulator. Ok, en termes de prix uniquement, c'est plutôt pas mal, même si encore une fois le jeu ne m'attire vraiment pas. Sinon à 30 €, on peut prendre le jeu dans une boîte mécanique, non pas du tout, métallique, excusez-moi, à l'effigie, encore une fois, de la chèvre, plus bien sûr la petite peluche, etc., etc. Puis des petits packs de cartes supplémentaires apparemment aussi. Et on peut monter assez rapidement jusqu'à 50 €, c'est ça, ouais, pour le pledge exclusif, pour ajouter quelques petits éléments de classification comme un tapis de néoprène. Voilà donc pour ce qui est de Goat Simulator The Card Game, 900 contributeurs, 43 000 € d'engrangés approximativement, 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un projet un petit peu surprenant. Alors surprenant à quel égard, me demanderez-vous? Simplement à ce que l'éditeur ne nous a pas habitués à ce genre de projet, puisque Trash Rush est porté par Tabula Games, l'éditeur italien derrière lequel se trouvent certains des jeux les plus intéressants qu'on a eu ces dernières années. Enfin, les plus intéressants c'est un petit peu exagéré, mais on a vu notamment Mystea ou encore Ikayon qui partageaient le même univers d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Sanctuary, The Keeper's Era, bon on en a fait que 2 parties, on s'en est assez rapidement. Sons of Feriel qui est assez cool, Lyozen, The Last Spell, qui était lui aussi d'ailleurs un jeu vidéo adapté en jeu de plateau. Bref, un éditeur italien qui a su se faire une assez bonne réputation, même si pour moi, hein, pour les jeux que j'ai pu tester, il n'y en a que 3 je crois, 4, Sanctuary, Sons of Ferial, Volferion et Lyozen. J'ai jamais trouvé que c'était époustouflant. J'ai trouvé que c'était toujours solide, cool, mais dispensable du coup. Et du coup, est-ce qu'il en sera de même pour Trash Rush? Difficile à dire, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'il se lance ici dans une campagne, dans un jeu plutôt orienté familial, et ce qui n'était pas l'habitude de cet éditeur par le passé. On avait souvent des jeux plutôt initiés plus / experts. Là, Trash Rush, c'est plutôt du familial. C'est pour 12 ans et plus, mais en réalité, je pense que même à 10 ans, vous pouvez commencer à jouer assez tranquillement. C'est pour des parties de 30 à 60 minutes, et c'est pour 1 à 4 joueurs, car oui, il y aura bel et bien un solo, sachant qu'il y aura aussi un mode coopératif, ce qui est assez inattendu pour le coup, parce que bon, on a plutôt l'impression, quand on se lance dans l'exploration de la campagne, la couverture, le plateau central, etc., qu'on est face à un jeu clairement compétitif, et c'est le cas, mais si vous prenez une petite extension dans cette campagne, vous pourrez le transformer en jeu coopératif, donc à voir sur le papier. Vous allez incarner des petits raccoons, des ratons laveurs, qui avaient pour mission, en fait, d'incarner des éboueurs, plus ou moins. Vous allez récolter les ordures à travers la ville de Rotterdam, et ces ordures que vous allez récolter sont tout autant de ressources que vous pourrez utiliser, notamment pour réparer certains trucs dans la ville par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu vous propose, malgré
un a priori visuel plutôt familial, plutôt simpliste, euh, une profondeur stratégique, enfin une profondeur mécanique assez intéressante dans le sens où vous allez en plus de ça pouvoir avoir différents chemins vers la victoire, différentes façons de scorer, car oui, ultimement, finalement, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Mais est-ce que vous allez vous focaliser sur la récolte d'ordures ou l'utilisation de ces ordures pour réparer les objets à travers la ville, etc. Quel chemin vous allez utiliser pour engranger un maximum de points? Ça, c'est à vous de voir en fonction de la situation, du développement de la partie. Les pledge levels, rapidement, on a un pledge à 30 € pour le jeu de base, plus Rogue Rubbish, qui est une petite extension avec un boss apparemment. Sinon, un pledge à 52 € qui vous permettra de mettre la main sur donc, la même chose, plus les Wooden Upgrades, bien sûr les composants en bois plutôt qu'en carton, ainsi que la fameuse petite extension qui transforme votre jeu en jeu potentiellement coopératif, donc c'est l'extension Trash Pact. Sinon, on a un Ultimate Deluxe à 62 €, c'est un peu le all-in qu'on nous propose ici, avec les pièces de métal plutôt que les pièces en carton, également des cartes supplémentaires pour le solo, et puis également des cartes de compétences supplémentaires également, qui ne sont pas présentes dans la boîte de base. En plus de ça, le matos a l'air d'être relativement clean, on a des plateaux double épaisseur. Alors encore une fois, on a vraiment un visuel plutôt familial, qui plaira vraiment aux petits, enfin aux plus jeunes, mais il y a quand même une certaine profondeur mécanique qui le rend relativement intéressant à mon avis. Ouais, c'est coloré, c'est plutôt choupi, j'aime bien l'allure que ça a visuellement. Si vous prenez les éléments en bois, donc pour la delaxification, c'est encore mieux. Et si vous prenez les pièces en métal, bien sûr, c'est encore plus joli. Mais bon, c'est pas une nécessité, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Voilà, vous pouvez prendre aussi les petits add-ons à la carte si vous voulez le faire plutôt que de prendre des pledges avec certaines parties qui ne vous intéressent pas. C'est évidemment faisable. Là, justement, ils évoquent les différents mécanismes qui vous permettent d'aller scorer. Est-ce que vous allez donc collecter des ordures? Est-ce que vous allez réparer certaines choses à travers la ville? Ou est-ce que vous allez simplement essayer de prendre les devants sur vos adversaires dans un aspect plutôt course classique, on va dire? À vous de voir, mais donc ça a l'air d'être relativement intéressant. Reste que je le place dans les entrées de la semaine et non pas les plats principaux ou encore les desserts, parce que Tabula Games nous habitue à des jeux plus, entre gros guillemets, intéressants, plus initié plus / expert. Là, c'est un jeu plutôt familial, et ça a un peu de mal à se lancer, pour être tout à fait honnête. On est quand même à 3 jours de campagne, parce que oui, j'enregistre un peu plus tôt que d'habitude, hein. On est vendredi après-midi. J'ai un jour de férié ici au Japon, et du coup, j'enregistre un peu plus tôt, donc les chiffres sont un peu moins parlants que d'habitude, on n'est pas à 3-4 jours de campagne, on doit à 2 jours et demi, quelque chose comme ça, mais ça a un petit peu de mal à se lancer, on n'est pas encore financé, comme vous pouvez le voir également. Ceci dit, reste encore près de 3 semaines de campagne, ça va financer, vous me direz éventuellement si c'est un projet qui vous parle. On enchaîne avec un petit détour du côté de chez GameFound, parce qu'on a un projet de escarmouche. Alors vous le savez, c'est pas du tout un sujet, un domaine que je maîtrise, les jeux d'escarmouche, j'en ai pas. J'ai des jeux avec des figurines, avec des combats sur une map, mais c'est pas des jeux d'escarmouche à proprement parler. Or là, c'est le cas avec Zeo Genesis Scalable Skirmish Game, qui nous est proposé par Best Hobby. Le projet est financé avec 113 000 $ et 500 backers pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne. Et j'avoue que ça, comme d'autres jeux, comme les jeux de dungeon crawler narratifs en campagne, ça fait partie de ces catégories de jeux que je connais tellement mal, que j'ai du mal aussi, que j'ai beaucoup de difficultés à identifier ce qui différencie véritablement un projet d'un autre. Alors sachez que pour le coup, Zeo Genesis est disponible en français, donc ça sera cool, en version numérique, pas en physique, mais bon, c'est déjà ça de prix. Mais encore une fois, ouais, j'ai des difficultés à voir ce qui différencie véritablement ce jeu d'autres jeux d'escarmouche dans la même veine. Alors oui, il y a l'univers qui est un peu différent, bien sûr, et encore, bon, c'est des mechas, avec des mecs à l'intérieur, avec des factions asymétriques, avec un système de combat qui se veut un petit peu unique, etc. Mais bon, ils disent tous un petit peu la même chose, des mechas on en a vu quand même aussi à l'appel, donc franchement j'ai du mal, je sais pas. Visuellement ça présente plutôt pas mal, mais ça me parle pas outre mesure.
Donc vous me direz si vous êtes plus connaisseur que moi, ce en quoi Zeo Genesis se distingue du reste de la concurrence, sachant que pour ce qui est des pledges, le pledge qui est mis en avant, c'est le Battle for Saber Rage Core game, donc c'est le jeu de base, 150 $. Sinon, si vous voulez prendre uniquement le Core Rulebook Standalone Physical, donc le jeu met seulement son livret de règles, pas de composants, parce que vous pourrez les imprimer par vous-même, j'imagine, tout ce qui est miniature, ce sera 40 $, ce qui est quand même assez cher pour un simple livret de règles. Sinon, on a un pledge à 65 $ avec le livret de règles, plus tous les fichiers STL de la Zeo Unit, donc des fichiers qui vous permettront d'imprimer par vous-même les miniatures. Mais du coup, si on a que le livret de règles, je sais pas. Est-ce que ça veut dire que peut-être il y a des versions préalables? Est-ce que c'est juste une continuité d'un univers préexistant? Je ne sais pas. Bref, on a d'autres niveaux de pledge avec d'autres fichiers STL en plus ou moins grande quantité. Sinon, on a le jeu de base plus 2 Zeo Units d'extension à 270 $, donc ça peut monter assez rapidement. On va jusqu'à 375 $ pour 4 extensions supplémentaires par exemple. Mais encore une fois, pas du tout connaisseur. Et la page de campagne ne présente pas tellement le gameplay en réalité. On voit pas mal d'éléments physiques, visuels, mais comment ça se joue au final, quand on regarde uniquement la page de la campagne, bah, c'est pas très très parlant. Reste que, je ne l'ai pas encore mentionné, c'est pour 1 à 2 joueurs, pour 35 minutes la partie. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'avoue que pour l'instant j'en perds un peu mon latin, j'y connais absolument que dalle en jeu d'escarmouche. On reste sur GameFound pour parler brièvement d'un projet tout mignon. Ça commence à barrer en vrille, hein. Vous le sentez? Vous l'entendez que ma voix commence à se barrer en vrille? Je vais devoir contacter Nix pour lui dire non, on reporte parce que j'ai plus de voix. Non, je vais prendre un pot de miel entier et me foutre ça dans le gosier, ça va passer. Donc on parle de Master Raise the Banners, qui est l'œuvre de Play Monkey Games, que je n'ai pas connaissance d'avoir vu d'autres jeux par le passé. Non, apparemment c'est leur premier projet, en tout cas sur GameFound. Et intéressant, c'était les répercussions courues d'avance, mais c'est une des premières que l'on voit récemment sur GameFound, Kickstarter, etc. C'est que maintenant, on nous met parfois en avant un petit Made in Europe, No China Tariffs. Intéressant, effectivement, certains éditeurs commencent à se dire que c'est peut-être plus rentable de produire en Europe pour éviter les fameuses taxes douanières imposées sur la Chine. Enfin, potentiellement imposées, parce que pour l'instant, c'est encore en état gelé, on va dire. Et peut-être qu'une fois que la situation sera un petit peu tassée, ben, le fait de produire en Europe sera plus si intéressant pour eux, on verra bien. Mais c'est pas un jeu qui est très très cher à produire, ceci dit, vous allez voir. Pour l'instant, 160 backers sur la campagne, donc le jeu est financé, malgré un seuil de financement assez léger pour être tout à fait net, 24 jours avant la fin de cette dernière. C'est un jeu pour 2 joueurs essentiellement, pour 20 minutes, donc un jeu très court, pour 8 ans et plus. C'est un jeu compétitif et qui a vraiment beaucoup de charme visuellement. Alors c'est vrai que les fonds blancs sur les cartes de personnages, même si c'est pas totalement blanc, il y a un petit design derrière, ça manque un petit peu, je trouve, de vie. Ça manque un petit peu de personnalité, mais les personnages eux-mêmes sont absolument adorables. Et il s'agit ici d'un petit jeu de contrôle de territoire, on va dire, mais qui se passe pas sur des miniatures ou des meeples à déplacer sur une map. Simplement, vous avez 5 châteaux féeriques de couleurs différentes, et on va devoir envoyer des soldats en fonction de la couleur appropriée, bien sûr, vers les châteaux en question, pour dresser notre bannière sur les châteaux en question, et celui qui possède, entre guillemets, qui a en son contrôle le plus de châteaux à la fin de la partie, qui je le rappelle dure 20 minutes, ouais ça, eh bien l'emportera. Voilà, c'est tout simple, c'est très joli, c'est relativement accessible même à partir de 8 ans et plus, hein, donc très très facile à prendre en main. On voit qu'en plus de ça, visiblement, il n'y a pas de texte in-game. Alors bon, si vous avez le livret de règles, bon, bien sûr, ce sera en anglais a priori, mais si une personne est en mesure de l'expliquer, vous pourrez y jouer assez facilement avec d'autres personnes ne maîtrisant pas forcément la langue de Shakespeare, parce que, encore une fois, in-game, il n'y a pas de texte. Donc oui, juste des cartes de couleurs à envoyer sur les châteaux appropriés, et il y a aussi des petites cartes arc-en-ciel, donc sans couleur dédiée, mais qui pourront être assez instable, disons, elle pourrait être amenée à changer de lieu assez facilement, on va dire. Mais voilà, un jeu qui visuellement est quand même très très joli.
Donc j'avoue que moi je regarde ça et je me dis, tiens, dans, je sais pas, 4 5 ans, avec mon fils, ça peut être très très fun, il n'y a pas de texte, pourquoi pas? Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête il y a 3 ans quand je n'étais pas encore père, mais maintenant je me dis effectivement ce genre de petits jeux-là, ça peut être très très cool et aussi à tester pardon, avec mon rejeton. Voilà, donc Master, en plus de ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte pas cher, 20 livres, donc ça va être 25 € approximativement, et c'est tout, parce qu'en fait, après, c'est des petits pledges groupés. Donc, vous n'avez pas tellement besoin de regarder. Il n'y a pas de façon de se perdre dans la campagne. Il y a juste des petits add-ons, comme des petits stickers en vinyle, mais bon, on s'en fout complètement. Donc, voilà, un projet assez cool, qui souffre peut-être un tout petit peu de s'être lancé sur GameFound plutôt que sur Kickstarter, où il aurait peut-être eu un peu plus de visibilité. On sait que sur GameFound, ça marche de mieux en mieux, certes, mais surtout pour les gros projets, pour un projet comme Master, c'est toujours un peu plus compliqué de se faire de la place. Mais vous me direz donc ce que vous pensez de Master, que moi je trouve très très mignon. Peut-être que je me le prendrai juste pour pouvoir y jouer avec mon fils dans quelques années. On verra bien. 160 backers, j'en perdais un petit peu le déroulé de ma présentation habituelle. 160 backers pour l'instant, 24 jours avant la fin de la campagne pour Master Raise the Banners. On enchaîne avec Nataterra, cette fois-ci du côté de chez Kickstarter. Il s'agit d'un jeu asymétrique dans un univers fantasy relativement classique. C'est du vu et revu, certes, mais c'est toujours efficace pour pas mal de monde. Asymétrique, donc disais-je, de contrôle de territoire cette fois-ci, mais avec Dude on a Map, comme on dit en anglais, donc des personnages que vous allez envoyer sur une map qui, on imagine, est différente à chaque partie, hein, c'est des hexagones, avec un système de gestion de ressources également, de développement de votre faction, donc un jeu qui se veut être assez riche sur le papier, mais qui a du mal à rencontrer son public, puisque le projet de Game Tribe, dont c'est le premier projet d'ailleurs, pour l'instant peine à dépasser les 150 backers. 27 jours avant la fin de la campagne, on peut quand même imaginer qu'ils dépasseront les 500 à terme, mais quand même, le lancement est un petit peu compliqué. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 150 minutes, la fourchette est assez large, et c'est pour 14 ans et plus. Visuellement, c'est pas époustouflant, c'est pas non plus hyper coloré, ou en tout cas les couleurs sont un petit peu ternes, mais c'est pas vilain. C'est pas vilain. Et on va avoir donc ces fameuses tuiles hexagonales qui vont être agencées de manière différente d'une partie à l'autre pour une plus grande rejouabilité. Vous noterez pardon, vous noterez également la présence du petit drapeau français ici. On aura droit à un livret de règles en version numérique, pas en version physique, en tout cas pas pour l'instant. Donc sachez-le, ça aussi c'est bon à apprendre pour ceux qui sont intéressés. Encore une fois, bon, univers épique, fantasy, rien de plus classique que celui-ci, hein. On a différentes races, mais bon, en gros, on a les sortes d'elfes, les orques, les humains, et puis les nagas, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais bon, on reste quand même dans les archétypes relativement classiques. On va composer sa map. Les tuiles ont bien sûr des spécificités qui leur sont propres, avec des ressources qui leur sont propres, etc. On va être amené à utiliser un mécanisme de gestion de cartes pour également pouvoir envoyer nos factions, enfin notre faction, nos unités sur la map. On va devoir développer notre faction pour qu'elle devienne de plus en plus puissante, de plus en plus efficace. On va devoir prendre contrôle des territoires en question ou éventuellement chercher à booter nos adversaires d'un lieu qui nous intéresserait. Il y a de la symétrie, il y a une assez forte rejouabilité semble-t-il, mais encore une fois, bon, il y a quand même pas mal de jeux dans ce secteur-là, qui sont peut-être plus jolis que Nataterra, qui eux sont déjà confirmés, qui ont déjà une belle réputation derrière eux. Bon, bah c'est encore une fois un problème qui se pose souvent quand je traite de projets comme ça dans le menu crowdfunding, mais qu'est-ce qui vient le différencier de ce qui lui préexiste dans ce type de jeu-là? Bah c'est un petit peu difficile à dire, mais il y a quand même pas mal de factions en présence. Il y a quelques petites idées intéressantes quand même. La gestion de ressources elle a d'être relativement intéressante. Il y a un arbre de technologie avec plein de cartes à aller explorer. Donc bien sûr des synergies à aller explorer également. Donc c'est pas inintéressant sur le papier, mais je le trouve pas particulièrement joli et pas particulièrement original, même si il a pas l'air d'être plus mauvais qu'un autre. Et en plus de ça, il y a un insert quand même assez classe pour un primo-éditeur. C'était assez inattendu. Pledge de base. 159 $. Attention, c'est des dollars australiens. Donc c'est 91 €. C'est quand même cher, mais moins que ce qu'on pourrait être amené à imaginer de prime abord quand on voit ce 159, bien évidemment.
Sinon, en Deluxe, on passe à 219, soit 125 euros. Et là, ça vient ajouter des petits upgrades premium, on va dire. Est-ce que justement l'insert est uniquement dans le Deluxe? Ça va être le cas, hein, parce que là, on a vu les composants de base. Et effectivement, c'est la Deluxe qui vous proposera d'ajouter donc les inserts. Donc effectivement, l'insert, effectivement, là, c'est un peu plus cher. Et ça passe à 125 pour un primo-éditeur, pour un premier projet dont on n'a pas forcément connaissance de la qualité intrinsèque. Bon, faut voir ce que ça donne. Mais en tout cas, vous avez une VF si vous êtes intéressé, sachez-le. Nata Terra, 140 contributeurs, 15 000 euros d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. On continue avec Catch 33, un jeu de dextérité qui nous provient de Keith Smith. Donc c'est le 4e projet sur Kickstarter, 4e jeu, mais bon, c'était généralement passé assez inaperçu pour le coup. Bon, c'est le cas encore une fois de Catch 33, qui va pas faire non plus un score qui restera dans les annales, mais quand même, 122 contributeurs après 3-4 jours de campagne, 8000 euros d'engrangés, c'est donc financé, 27 jours avant la fin de la campagne, pour un jeu qui a l'air d'être assez fun objectivement. Alors, on n'est pas grand fan chez les ludovores de jeux de dextérité, mais c'est vrai que je suis sûr que si je le testais, je m'amuserais certainement. À vrai dire, sur cette page, on voit un jeu de dextérité que j'aimerais beaucoup tester pour le coup. C'est derrière, c'est le croquinole. Ça, j'aimerais beaucoup essayer parce que vraiment une réputation qui fait que même les joueurs n'aimant pas particulièrement les jeux de dextérité adorent souvent le croquinole. Donc j'aimerais bien tester, mais en vrai, Catch 33, j'aimerais bien essayer juste pour le fun, parce que vraiment, ça a l'air drôle. En fait, vous avez une sorte d'arène, une sorte de carré comme celui-ci, composé de 4 quadrants, on va dire. Vous avez 2 rampes, une de chaque côté, et chacun votre tour, vous allez avoir 2 dés que vous allez essayer de lancer dans cette petite, dans ce petit réceptacle, on va dire, circulaire au centre de l'arène. Si vous réussissez, vous allez gagner des points. Si vous réussissez à mettre les 2 dés consécutivement dedans, vous allez gagner encore plus de points, mais vous n'êtes pas forcément obligé de les mettre dans ce petit espace circulaire au centre de l'arène à chaque fois. De toute façon, vous ne réussirez pas, c'est aussi l'aspect de dextérité du jeu, mais en revanche, vous pouvez aussi chercher à viser le petit totem, on va dire, de votre adversaire. Si vous réussissez à le faire tomber, vous gagnerez également des points comme ça. Si vous ratez la coupe au centre, mais que vous réussissez à mettre vos 2 dés dans le même cadran, vous gagnerez aussi des points. Donc il y a quand même pas mal de petits mécanismes pour aller scorer, et le premier joueur à 33 points remporte la partie. C'est tout simple, et vraiment, ça va être assez fun, assez addictif, comme beaucoup de petits jeux de dextérité comme ça. Par contre, j'ai pas vu c'était pour combien de temps la partie. Ça, j'ai foiré l'information. Je l'ai raté. Mais à mon avis, ça ne doit pas durer tellement plus qu'un quart d'heure. Mais ouais, j'arrive pas à voir combien de temps ça prend. Un peu dommage de ne pas avoir mis ça un peu plus en avant. Mais bon, que voulez-vous. Le pledge de base. On a ici le Early Bird. Il est à disponibilité limitée. Hein. Il est à 50 sur 150. Donc il y a encore un petit peu de disponibilité, mais quand même pas trop. Donc c'est le pledge de base, hein, à 20$. Une fois que le Early Bird sera épuisé, il faudra passer à 33$, c'est thématique. Si c'était un jeu à 10 points, vous n'auriez payé que 10$, mais bon, 33 points, 33$, au lieu de 20, donc il y a quand même un avantage certain à aller backer en Early Bird. Sinon, vous avez aussi le Tournament Edition, qui vient ajouter quoi au juste? Des composants en plastique. J'ai l'impression que c'est un poil deluxifié, en gros, mais j'ai pas tellement exploré à savoir pourquoi. 89$, il y a quand même une assez grande différence, hein, pour être tout à fait honnête. Mais bon, c'est à disponibilité limitée aussi, hein, il y a quand même 50 copies uniquement, donc sachez-le, ce sera en exemplaire limité. Sinon, on a aussi le jeu en bois, et là, c'est aussi limité, mais à 10 personnes uniquement, 500$ pièce, c'est quand même assez cher, et finalement, je trouve que visuellement, ça donne moins envie, même si les composants sont quand même de luxe. Ensuite, on a un autre bois à 600$, c'est encore plus de luxe, mais ouais, c'est vrai que ça présente un petit peu mieux, mais ça perd un peu l'aspect party game, je trouve, visuellement, donc non, je me contenterai aisément de l'édition de base, ça a l'air d'être assez fun. Bon, c'est pas un jeu que je me vois backer pour autant, mais si un jour j'ai l'occasion de le tester, ce sera avec plaisir.
Voilà donc pour Catch 33, petit jeu de dextérité avec 123 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Décidément, cette semaine, on a beaucoup de jeux très choupis. Et celui-ci, je sais qu'il va particulièrement parler à notre très cher ami et commentateur régulier, Anto, parce que, bon, Fu Festive Fortunes, c'est un peu le nouvel an chinois. On va s'offrir des petites enveloppes rouges avec de la tunasse. C'est absolument charmant. C'est pour 3 à 5 joueurs, 45 à 75 minutes la partie. C'est pour 10 ans et plus. Donc un jeu relativement familial, relativement facile à prendre en main. C'est un jeu qui va mêler un petit peu le set collection avec le placement d'ouvriers et un petit peu de enchères, on va dire. Enchères un peu cachées. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. 30 000 euros d'engrangés, 460 backers, 27 jours avant la fin de la campagne. C'est plutôt un projet rondement mené pour King and the Pawn, dont c'est le premier projet. C'est un éditeur qui nous vient de Singapour et non pas de Chine, comme on pourrait le penser, mais quand même, plutôt pas mal ce résultat. Hein. Vraiment un jeu qui attire pas mal. Je trouve que visuellement, ça donne envie. Ça doit pouvoir attirer pas mal les petits-enfants aussi. Donc, ouais, un jeu que j'aimerais bien essayer aussi à terme, peut-être avec mon fiston un de ces jours par exemple. Mais là, par contre, un peu plus chiant, il y a beaucoup de texte sur les cartes. Donc, si on n'a pas de version localisée en français, ou je sais pas, en japonais, en anglais, etc. Enfin, en anglais, c'est déjà le cas ici. Ça risque d'être un peu plus compliqué, ça c'est un tout petit peu dommage. Les jeux familiaux, plus il y a de texte, plus c'est compliqué quand même d'attirer les plus jeunes, quoi. Mais bon, Fu, donc, vous êtes donc, en Chine. En gros, c'est la période de vacances des différents signes du zodiaque, donc le signe du zodiaque chinois, bien sûr. Et ben, vous allez, à l'occasion de cette fête, vous visiter les uns les autres et manger les mets les plus délicieux les uns que les autres. Vous allez partir dans différents magasins, donc là c'est placement d'ouvriers, pour aller choper des ingrédients, des mets délicieux que vous allez ramener sur votre plateau individuel. Des adversaires qui sont aussi donc des amis, on va dire, qui vont venir chez vous pour manger. Donc vous allez avoir à cœur de leur fournir les meilleurs mets, bien évidemment. Et pour ce faire, ils vont devoir vous donner de l'argent dans ces fameuses enveloppes rouges. C'est un petit peu l'aspect traditionnel d'ailleurs. Sauf que c'est caché dans une enveloppe et la personne qui vous donne le plus aura un accès prioritaire sur ce que vous aurez réussi à choper dans les différents magasins. Donc l'aspect de petit set collection, d'enchères cachées et de placement d'ouvriers, vous aurez un petit peu compris comment ça marche. Et ça se joue sur 5 années consécutives avec donc 3 phases principales. La première, c'est donc l'envoi de placement d'ouvriers, on va dire, avec les différents magasins dans lesquels vous allez pouvoir choper des cartes et donc pas des recettes, mais bref, des mets, différentes offrandes pour vos amis par la suite. Ensuite, la phase 2 de visite. Donc là, on va mettre de l'argent dans les enveloppes rouges qu'on va donner à nos amis qui vont donc pouvoir recevoir de l'argent. Et plus vous donnez, plus vous avez un accès prioritaire sur les différents mets qu'ils ont réussi à engranger durant leur tour précédent. Donc il y a vraiment pas mal d'interactions plutôt positives en plus. Il ne faut pas être trop radin, mais il ne faut pas non plus trop donner parce que sinon on n'a pas de thune pour au prochain tour aller choper nous-mêmes des ingrédients. Donc ouais, assez cool, assez sympa, facile, assez accessible. C'est un jeu qui m'attire pas mal, mais il y a un petit peu de texte sur les cartes, notamment les cartes de décoration par exemple. Donc ça le rend un petit peu moins accessible, d'autant plus que ce sera de l'anglais. A priori, mon fils en français et en japonais ça devrait passer, mais en anglais ça risque d'être un peu plus tard. Donc bon, ça sera certainement à un âge où le jeu l'intéressera peut-être plus trop thématiquement parlant. Les pledges, on a ici le pledge de base à 38$. Sinon, on a un pledge à 58$ qui vient ajouter une extension intitulée Feast and Flavor, qui ajoutera aussi de nouvelles cartes, de nouveaux tokens. Pas mal de nouveautés d'ailleurs. Hein. On voit ici des nouveaux tokens également. Sinon, on a un full pledge, petit jeu de mots, 80$ avec donc, le jeu de base, plus l'extension, plus des éléments de doloxification. Par exemple, on a ici les marqueurs, les marqueurs de tour qui sont en fait maintenant des tuiles format tuiles de Mahjong. Donc thématiquement, ça fait sens et c'est très joli. Ensuite, tous les éléments de carton remplacés par du bois. Et puis une petite extension, une mini-extension, Devious Decorations, avec 8 cartes de décoration supplémentaires également.
Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Foo. Et ma foi, j'ai envie de dire que cette semaine, parmi les entrées de la semaine, il y a quand même pas mal de projets assez intéressants sur le papier qui auraient presque pu trouver leur chemin vers les plats principaux de la semaine. D'ailleurs, je pense que sur Foo, j'ai passé plus de temps que je ne le ferais d'habitude sur une entrée. Bon, peut-être que au montage, je le décalerai dans les plats principaux, mais j'en doute parce que j'aurai la flemme, je pense. Mais bref, voilà pour ce qui est de Foo Festive Fortunes, 465 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Allez, on se lance dans les plats principaux, tant que ma voix tient encore un petit peu la route. Et on commence avec Night Soil. Et vous me direz que si on se réfère uniquement au score, il fait moins bien que certaines entrées que j'ai présentées cette semaine, y compris Foo juste avant d'ailleurs. Et c'est vrai. Mais voilà, Grail Games, avec son 29e projet, nous propose un jeu assez unique. Et du coup, j'avais envie de le mettre un peu en avant, même si juste avant Foo, j'avais envie de le présenter un peu plus en avant aussi, finalement, maintenant que j'y repense. Mais voilà, Night Soul, vraiment, il a un projet assez intéressant, avec une thématique vraiment unique et assez mature. Tout à l'heure, avec le petit jeu avec les ratons laveurs, c'était comment déjà Trash Rush, quelque chose comme ça. On était des éboueurs. Là, c'est un peu la même chose, mais à l'époque de, comment dirais-je, du règne des Tudors en Angleterre, donc c'est quoi, ce 15e siècle, un truc comme ça. À l'époque à laquelle, bien sûr, on n'avait pas encore le tout à l'égout, on n'avait pas encore ce système-là qui nous permettait d'évacuer un petit peu les immondices, on va dire. Et donc là, enfin, simplement, on va incarner différentes entreprises, différentes compagnies qui vont faire du profit justement, en se débarrassant de nos déjections, quoi, en fait. Hein. Pas seulement, mais bref, tout ce qui est truc un peu dégueulasse. Bref, c'est de la merde. Pas le jeu, mais le contenu de ce dont on va devoir s'occuper. Alors, Night Soul, pour l'instant, donc 13 000 euros d'engrangés, c'est financé. D'ailleurs qu'en plus, c'est un jeu très abordable financièrement parlant. 344 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne. En plus de ça, une DA qui, comment dirais-je, reprend un petit peu le style artistique qu'on pouvait voir parfois à l'époque, dans certains tableaux d'époque. Donc vraiment, visuellement, je trouve qu'il est très très cool. Par contre, le plateau central, c'est très 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 sobre au niveau des différentes zones. Bon, c'est lisible, ça c'est bien, mais c'est très très sobre en revanche. Les cartes sont très très cool, par contre, encore une fois, avec cette direction artistique très particulière. C'est pas joli, mais c'est voulu comme ça, et c'est quand même assez fidèle à l'époque, et je trouve ça très très cool. Alors donc, continuons, avec un petit aperçu de comment dirais-je, la présence sur table. C'est pas vilain, mais c'est pas non plus flamboyant. En même temps, thématiquement, ça se présente quand même pas comme quelque chose de flamboyant, c'est logique. Voilà, on continue. Les composants, donc on a le plateau central, un paquet de cartes, bien évidemment, quand même beaucoup, des pièces, quelques petits jetons, quelques petits cubes. Je vous laisse deviner à quoi ça correspond en termes de couleurs, bien évidemment. Et puis quelques petites cartes supplémentaires avec une sorte de petite extension, une extension de solo. Le pledge. On a le pledge ici à 55$, encore une fois australien. Donc si on transcrit en dollars américains, ça fait 33 euros, donc une trentaine, donc 33 dollars américains, une trentaine d'euros. Donc ça reste quand même très 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 abordable. En même temps, vous l'avez vu, hein, les composants sont pas extraordinaires non plus. Vous pouvez aussi aller le chercher vous-même à Essen, auquel cas, pas de frais de port, et ça aussi, c'est plutôt cool. Bon, ça, il faut pouvoir aller à Essen pour en bénéficier, bien évidemment. Le truc un petit peu dommage dans la campagne, c'est qu'on ne met pas tellement en avant, de manière claire et explicite, comment ça se joue. On vous met en avant quelques actions que l'on peut accomplir durant nos tours. Par exemple, accomplir ici des actions, lesquelles, c'est pas écrit, dans la cité. Actions qui vont, elles aussi, produire des déchets. Ensuite, on va pouvoir faire de la publicité dans la ville pour les services de notre entreprise auprès des différents résidents pour pouvoir ensuite s'occuper du travail qu'ils nous confieront. Ensuite, on va pouvoir tirer un profit pécunier de notre travail auprès de nos patrons, bien sûr, pour avoir débarrassé justement les ordures, les immondices. Et puis, finalement, on va aller chercher à les déverser dans la rivière, parce que la Tamise, hein, parce que, bien sûr, il n'y a pas le système d'égout, donc il faut bien les évacuer quelque part, ces immondices, voyez-vous. Et c'est tout. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de détails concernant le gameplay. Alors, bien sûr, il y a des vidéos qui l'expliqueront, notamment la vidéo de Curve qui est plutôt bien foutue, mais bon, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir présenté ça un petit peu mieux sur la page de campagne directement, parce qu'il n'y a pas forcément
tout le monde qui a envie d'aller checker les vidéos pour chacun des projets qui les intéressent. Maintenant qu'on donne dans les plats principaux de la semaine, on peut aller checker aussi les frais de port. Pour le Canada, ce sera 20 dollars ou 17 dollars. Pourquoi il y a un égal? Bizarre. Sachant qu'il y a une deuxième mention pour le Canada, j'imagine que ça dépend des... Elsewhere in Canada. Ok, donc si vous êtes dans le Québec, donc la zone francophone, ce sera donc 20, 17, bon, je sais pas exactement, on verra bien. C'est une transcription qui est mal foutue, je crois. Ah, c'est dollars australiens et dollars canadiens. Ok, donc 17 dollars canadiens si vous êtes au Québec. Pour la France ou la Belgique, c'est 9 euros, très abordable, pour les frais de port, même si je rappelle que si vous allez à Essen, vous pouvez le récupérer gratos. Pour nos amis suisses, c'est 11. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait 2000 yens. Donc, bon, ça fait 15 euros pour les frais de port. Donc c'est quand même relativement abordable en termes de frais de port pour un jeu qui devrait théoriquement être livré courant novembre-décembre prochain. Voilà, donc une DA assez unique, mais vraiment très dans le thème. Thème qui lui aussi est très unique et assez intéressant. Bah, Night Soul, ça peut être un projet assez cool à soutenir. C'est pas un projet que moi j'irais soutenir pour autant, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt pour le jeu, pour l'éventualité d'aller le tester un de ces jours si quelqu'un l'a en sa possession près de nous. Ce serait avec grand plaisir. J'irai pas jusqu'à le baquer, mais quand même plutôt cool. Night Soil, 344 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un projet qui, ma foi, explose les compteurs. J'exagère un tout petit peu, mais quand même, 4000 contributeurs en l'espace de 3 jours, c'est un excellent résultat. Et en même temps, c'était pas couru d'avance, mais pas non plus si surprenant que ça quand on regarde qui est derrière. Parce que même s'il s'agit d'un primo-éditeur sur Kickstarter, c'est quand même TEDx. Donc c'est vrai que tout ce qui est TEDx, donc les fameuses conférences TEDx, sont un peu passées de mode. On n'en voit plus tellement, mais dans les années 2010, début 2020 peut-être, il y en avait encore beaucoup. Maintenant c'est un petit peu passé, c'est vrai, mais ça reste un nom très très présent, et donc leur filière aide, donc éducation, reste assez présente. Et en plus de ça, ils ont travaillé en collaboration sur ce projet avec Post Curious, qui est un éditeur avec lequel, sur lequel on a beaucoup présenté de projets. À propos duquel, non, je n'arrive pas à parler, hein, c'est affreux. Un éditeur que l'on a abordé à de multiples reprises dans le menu crowdfunding parce que c'est un éditeur, donc Rita Orloff, d'ailleurs hein, l'auteur principal de Post Curious, qui produit donc des puzzle games, des escape games, on va dire, des jeux d'enquête, un petit peu legacy, généralement très 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 bien notés, très très populaires auprès des joueurs qui ont eu l'occasion d'y jouer. Et donc ils ont collaboré avec elle pour Pandora's Legacy, qui est un jeu donc Legacy, même si le titre est pas forcément... Enfin, ça évoque un jeu Legacy sans l'évoquer, c'est comment dirais-je, l'héritage de Pandora, mais c'est aussi un jeu Legacy. Donc je me perds dans mes mots. Hein. Je pense que c'est assez affreux à regarder, à écouter, mais bon, j'en suis désolé. On va mettre ça sur le fait que je suis... Cherchons un truc, une excuse. Fatigué, la gorge, ça marche pas avec le cerveau. Donc théoriquement, bref, juste que j'ai un QI à 2 chiffres avec une virgule entre les deux. Ça dépend des jours, mais aujourd'hui c'est particulièrement marqué. Bref, Pandora's Legacy, 4000 backers, c'est quand même assez impressionnant. Près de 300 000 dollars d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne. Et ça vous propose déjà une DA vraiment ravissante, c'est très très beau, et c'est fondamentalement, en son cœur, un jeu de puzzle. Donc vous allez avoir une boîte principale, et dans cette boîte principale, plein de petites boîtes que vous allez avoir à cœur de débloquer, parce qu'en fait, une fois que vous commencez votre puzzle, car oui, c'est un puzzle, eh bien, vous allez voir que certaines régions du puzzle sont manquantes. Et donc vous allez débloquer de nouvelles boîtes, à partir d'énigmes qui sont elles-mêmes dans le puzzle que vous avez déjà réussi à composer. Donc vous allez retirer parfois des pièces pour pouvoir regarder le numéro qui se trouve derrière ce genre de choses-là, pour pouvoir donc ouvrir de nouvelles boîtes qui vous donneront des pièces supplémentaires avec parfois des formes assez particulières. Donc j'imagine que pour les amateurs, les experts de puzzle au quotidien, ça n'est pas forcément un obstacle, mais j'avoue que pour moi, des pièces comme ça dans un puzzle, c'est assez inhabituel, et ça me perd un petit peu, mais j'ai très très envie d'essayer, parce que
j'ai fait que 2-3 puzzles dans ma vie, et c'est vrai que c'est des expériences assez sympas, mais là, avec des pièces comme ça doit être particulièrement complexe malgré tout. Quoique, elles sont assez... enfin, visuellement, c'est assez particulier, donc peut-être que finalement, c'est pas plus complexe, je sais pas exactement. Sachez qu'il n'y a pas aussi de... il n'y a pas de art généré par IA dans le jeu, c'est tout fait main, et c'est très très joli. Et donc, vous allez débloquer donc, de nouvelles régions, de nouveaux composants également, avec plein de nouvelles énigmes à aller dévoiler et résoudre au fur et à mesure de votre partie. Just a Peek, le premier pledge est à 30$, c'est donc un des deux puzzles de votre choix, mais ça n'inclut pas le jeu de base. Attention, hein, l'expérience de jeu en legacy, sur le long cours, avec des boîtes à débloquer, des énigmes, etc. Non, ça c'est juste un puzzle. Et c'est tout. Si vous voulez la boîte en elle-même de Pandora's Legacy, c'est 65$ pour 12 à 15 heures de gameplay. Sinon, on peut aller augmenter un petit peu jusqu'à 85 pour avoir le jeu plus un puzzle. Et sinon, le Ultimate Bundle est à 99$ pour avoir le jeu plus les deux puzzles qui sont, c'est vrai, très très jolis. On peut même monter jusqu'à 585$ pour un pledge, plutôt pledge mécénat, on va dire. Il n'y en a que 10 pour avoir 10 copies du jeu, et puis l'option d'en donner à certaines écoles, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est TED Ed, donc TED Éducation, qui se trouve derrière le projet. Donc voilà, un bien beau projet, ma foi, qui vous coûtera en plus 9$ pour le Canada en termes de frais de port, 15 pour l'Union Européenne ou encore la Suisse, et pour nous ce serait au Japon 29$ de frais de port, un petit peu cher, mais un bien joli projet. Encore une fois, ça fait partie de ces nombreux projets que j'aimerais beaucoup soutenir parce que j'aimerais beaucoup essayer l'expérience. Mais si je baquais tous les projets qui m'attiraient dans ce sens-là, dans cet aspect de curiosité plus qu'autre chose, je backerais une fois par semaine. J'exagère un tout petit peu, mais presque. Donc, a priori, je ne devrais pas backer Pandora's Legacy, mais j'aurais très envie d'y jouer un jour. Mais comme c'est un jeu Legacy, il y a très peu de chances que ça se produise malheureusement. Mais bon, on verra bien, un de ces jours, peut-être que l'occasion se présentera malgré tout. 4000 contributeurs, 290 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne pour Pandora's Legacy. Vous me direz ce que vous en pensez, et éventuellement aussi en commentaire si vous avez déjà testé un jeu de Post Curious. Encore un jeu qui présente pas très clairement la façon dont on est censé y jouer. C'est un petit peu dommage. Enfin si, bien sûr, vous trouvez des vidéos pour présenter le jeu de manière plus extensive, on va dire. Il y a même une vidéo de l'éditeur lui-même. Il s'agit de Level 99 Games et de son Super Pixel Tactics qui revient apparemment après une première sortie. Le jeu était en rupture de stock, je crois, et donc il le réédite avec une nouvelle version, je crois, avec un aspect très boîte Super Nintendo qui est assez fun, et en même temps c'est thématique puisqu'on va incarner des héros en pixels en façon 8 ou 16 bits, je ne sais plus exactement. En plus de ça, la boîte vous permet de stocker la totalité du matos de Super Pixel Tactics sorti jusqu'à maintenant, donc ça aussi c'est plutôt cool. On est sur GameFound, et pour l'instant 817 backers ont rejoint la campagne, atteignant 120 000 $ de financement 27 jours avant la fin de la campagne. Il n'y a malheureusement pas de VF, il s'agit d'un jeu tactique, comme son nom l'indique, pour 1 à 2 joueurs en compétitif, donc c'est du 1 contre 1. Et bien sûr, il y a le mode solo également, pour des parties de 30 minutes, 12 ans et plus, avec une thématique jeu vidéo résolument rétro, vous vous en doutez, avec de la symétrie, puisque à chaque partie, on va choisir notre leader, on va pouvoir imaginer que ce sont des leaders ici, et à partir de là, choisir aussi 4 héros, on va les mettre sur une grille, et on va devoir combattre notre adversaire en espérant foutre sa race au leader adverse avant qu'il ne fasse de même pour nous. Voilà, la boîte comprendra donc la totalité du matos de Super Pixel Tactics. Donc c'est quand même une boîte assez conséquente malgré tout, hein, c'est assez costaud je crois. Les graphismes ont été un petit peu revus et améliorés apparemment si on compare avec la version précédente, en tout cas c'est ce qui est présenté ici. Hein. Ensuite, voilà, Get Into the Game, c'est la seule partie qui nous présente un petit peu comment c'est censé se jouer, hein, c'est le How to Play, mais il n'y a que ça. Bon, après, il y a les règles qui sont accessibles, bien évidemment, mais c'est un petit peu pauvre pour présenter votre jeu, quoi. Donc, vous allez choisir votre leader. Bien sûr, il y a de la symétrie, et donc, à partir de là, choisir vos héros va
avoir un impact direct sur la façon dont vous allez orienter votre stratégie, parce que votre leader a des synergies plus ou moins évidentes avec les héros que vous allez choisir. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y en avait 4, il n'y en a pas du tout 4, il y en a plus que ça. Et donc, vous allez les assembler sur une grille, et donc c'est comme ça que se lance le combat face à votre adversaire, en espérant donc, eh bien, tout simplement, terrasser son leader avant qu'il ne fasse de même pour vous. Vous avez Pixel Tactics à 15$, avec une version 16 bits, donc c'est une version plus restreinte, quoi, on va dire, plus simple, plus abordable, peut-être beaucoup moins cher également. Sinon, Pixel Tactics, j'arrive plus à parler, avec des playmats en néoprène, 60$, ça fait quand même 45$ de plus pour 2 playmats, pas donné, mais bon, les playmats ça coûte cher. Super Pixel Tactics, c'est 100$ pour le coup, donc la grosse boîte avec tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant, plus le mode solo. Et puis le Deluxe, on va dire le All-in, c'est Super Pixel Tactics Turbo Champion Edition, c'est long, à 150$, avec donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le mode solo, le néoprène, toutes les cartes, la grosse boîte de rangement, mais également, je crois qu'on a des acryliques, et ça, des tokens en acrylique. Bon, ça rapporte pas grand-chose en vrai. Quel est l'intérêt d'avoir un acrylique rond pour une goutte de sang? Ça aurait juste pu être une goutte de sang en bois, par exemple, ou même en acrylique, pourquoi pas. Là, je suis pas hyper convaincu pour le coup, mais bon. Voilà, il y a beaucoup de stretch goals, beaucoup trop d'ailleurs à mon avis. Ça rend la page un petit peu difficile à lire, mais bon, que voulez-vous. Et puis ben voilà, c'est à peu près tout. Le reste c'est la présentation des pledges de manière un petit peu plus détaillée. Mais le gameplay, lui, est pas tellement mis en avant. Je trouve ça un petit peu dommage. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous avez eu l'occasion de déjà jouer à Super Pixel Tactics jusqu'à présent. Et si c'est le cas, ce que vous en avez pensé. Mais généralement, Level 99, donc l'éditeur derrière ce jeu, a souvent des propositions assez intéressantes. Alors, pour les frais de port, Canada, ça va aller de 18 jusqu'à 25$ canadiens de frais de port. Pour l'Union Européenne, 14 à 16€. Et puis pour nous qui sommes au Japon, donc en Asie, 23 à 43$ de frais de port. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Super Pixel Tactics. 817 backers, 120 000$ d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. Dernier plat principal de la semaine, il s'agit de Hollow Pact, un projet que nous avons couvert en vidéo avec une preview, Xavier et moi-même, il y a quelques jours. Vidéo qui fait pas un gros démarrage, hein. On est à 400 vues, je crois, quelque chose comme ça, pour un projet qui est quand même plutôt attendu, puisque c'est le nouveau projet de Studio Midhole, à qui l'on devait notamment Beast. Beast qui a connu une belle première campagne, puis une seconde campagne avec extension sur GameFound, et maintenant ils reviennent sur Kickstarter pour Hollow Pact, mais Beast avait fait quand même 8800 contributeurs à l'époque de sa première campagne, c'était un très beau résultat. Il avait une VF grâce à Don't Panic Games, si mes souvenirs sont bons, et du coup ils nous reviennent avec Hollow Pact, toujours dans l'univers de Beast, mais avec un jeu un petit peu différent tout de même, un jeu de 1 contre tous. Un joueur va incarner un monstre, d'autres joueurs vont incarner des malandrins, on va dire des voleurs de reliques, et ils vont devoir coopérer, oui et non, pas totalement, pour pouvoir s'échapper de la bête qui les course, qui les poursuit, qui va chercher à mettre fin à leur jour, bien évidemment, mais semi-coopération uniquement parce que chacun des joueurs, et le monstre aussi, va avoir des objectifs cachés, et ils sont pas forcément amenés à vraiment collaborer sur le long terme, on va dire. De manière temporaire, oui, de manière sporadique, oui, mais au final, c'est quand même un peu chacun pour soi. Même si, bien évidemment, si vous voyez un de vos compagnons mourir dès le début de la partie, c'est quand même très compliqué de continuer. Donc il va falloir quand même essayer de trouver des synergies pour vivre le plus longtemps possible, survivre le plus longtemps possible, parce que la bête derrière, elle est quand même assez puissante. Bien évidemment, vous allez aussi gagner en puissance quand vous êtes la bête. Pour ce qui est des survivants, des malandrins, c'est pas forcément le cas. Vous allez avoir une face saine d'esprit et une face folle, qui va vous donner un petit peu plus d'action puissante, mais pas tellement. Sur le papier, c'est super intéressant. Dans l'application, vous verrez que dans notre preview, on a quand même pas mal de petits reproches à lui faire. En même temps, il est pour l'instant en état prototypal, le jeu n'est pas encore totalement terminé. Il y aura plus de monstres, il y aura plus de personnages à aller incarner également.
Donc nous, on a eu l'occasion que de jouer le monstre de base et deux héros, on va dire, de base. Donc c'est pas encore un jeu fini, mais pour l'instant, on avait trouvé que l'équilibrage était pas forcément idéal. On a toujours perdu quand on était les deux malandrins, et on a toujours gagné avec le monstre. Et sans forcément laisser tellement de place au suspense, quoi. C'était des parties où on savait assez rapidement que le monstre allait l'emporter, et pour autant, les parties étaient assez longues. Ici, on parle de 90 minutes. Nous, ça nous a plutôt pris aux alentours de 2 heures, enfin 1h40, 2 heures, alors que si les malandrins avaient pu espérer aller jusqu'au bout, ça aurait certainement été plus proche de 2h30. Bon, aussi parce qu'on découvrait le jeu, les mécanismes, etc. Mais je pense bien 2 heures quand même, hein, minimum. C'est pour 1 à 4 joueurs, parce que oui, il y aura bel et bien un mode solo. Donc les différents monstres, avec les très très belles miniatures pour le coup. Le matos est quand même plutôt clean. On aura aussi, au-delà de cet aspect course-poursuite, différents terrains bien sûr, avec des règles qui vont évoluer à travers les régions dans lesquelles nous-mêmes allons évoluer et explorer. Il y aura le village à l'orée de la ville, on va dire, la ville elle-même et on va dire la banlieue, enfin c'est un mot un peu bizarre pour un univers comme celui-ci, mais disons les alentours de la ville, et ensuite la fameuse route d'échappatoire, on va dire, la route vers laquelle vous allez vous orienter pour vous échapper. Et chacun de ces étages, on va dire, va avoir une petite tuile sur le côté qui va changer les règles d'une partie à l'autre. On n'aurait pas forcément utilisé la même tuile, et donc les règles vont légèrement changer. Donc ça aussi, assez forte rejouabilité. On a cet aspect comment dirais-je, c'est pas du deck building, mais on va aller piocher de nouvelles cartes qu'on va être amené à utiliser. Et c'est pour ça que c'est pas du deck building, parce qu'une fois que la carte est utilisée, bon, bah, elle dégage et c'est fini. Mais vous allez choper de nouvelles cartes, des cartes de reliques, des cartes d'action toutes bêtes, et puis vous avez aussi ces 4 petites tuiles également, sur lesquelles vous allez pouvoir poser des esprits, et si vous êtes dominant, c'est en contrôle de la tuile en question, ben, au début de votre tour, vous allez pouvoir appliquer les effets, ou non, de la tuile en question, qui seront assez puissantes. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses sur le papier qui sont vraiment cool. L'ADA est vraiment très très cool aussi, l'univers de manière générale de Beast est vraiment charmant, dans son registre, hein, c'est quand même un truc un peu horrifique, mais vraiment c'est très très bien foutu. Reste que en termes de gameplay, les sensations n'étaient pas si folles que ça. Je pense que le jeu a beaucoup de potentiel, c'est ce que je disais dans la vidéo, mais qu'il y a des trucs encore un petit peu à peaufiner, à revoir un petit peu. D'ailleurs, est-ce que c'est parce que la vidéo est pas super positive ou pas? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est juste parce qu'on a envoyé le lien de la vidéo et la citation que l'on voulait voir apparaître sur la campagne, on a envoyé ça peut-être un petit peu tard. La vidéo, je crois quand j'ai checké ce matin, n'était pas encore sur la page de campagne. Pourtant, c'est eux qui nous ont contactés pour qu'on fasse une vidéo sur le jeu. Donc peut-être qu'ils n'ont pas... Alors peut-être, hein, encore une fois, j'ai pas envie de dire des bêtises et de médire quand c'est pas mérité. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps parce qu'on l'a lancé un peu tard, la vidéo. Ou peut-être qu'ils n'ont pas apprécié. Vraiment, je sais pas, donc à voir. Mais ouais, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel selon moi. Si vous aimez le 1 contre tous, les petits coups dans le dos, les petits coups de traître, ça peut être vraiment un jeu très intéressant, hein, vraiment avec un univers assez unique. Là, c'est les fameuses cartes de mission secrète pour les joueurs, mais également pour le monstre, enfin pour les joueurs, pour les malandrins, on va dire, et pour les monstres, le monstre, qui aura aussi des cartes de malédiction qu'il pourra infliger à des joueurs. Non, non, vraiment, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. La gestion du stress aussi, parce que bien sûr, le monstre qui vous poursuit, ça va vous mettre du stress. Si vous encaissez trop de stress, vous allez passer de votre face saine d'esprit à votre face folle, ce qui peut avoir des avantages, mais qui vous rapproche aussi de la mort. La mort qui ne sera pas uniquement causée par votre état mental, mais aussi par votre santé. En haut à gauche, vous voyez ici que vous avez plus ou moins de points de vie, parce que le monstre pourra aussi tout simplement vous foutre des grosses baffes à travers la trogne. Ça marche aussi. Même si pour l'instant, pour nos 3-4 parties, le stress était un petit peu plus prépondérant, quoi. Voilà, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que, encore une fois, on a fait une vidéo de preview sur le jeu si vous voulez en apprendre plus sur ce dernier. Juste aller checker en attendant pour les reviews. Est-ce que maintenant notre review est en ligne? Je ne crois pas que ça a été mis à jour. Donc, est-ce que c'est parce qu'on l'a envoyé un peu tard? On l'a sorti le jour de la campagne elle-même, du lancement de la campagne elle-même, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont estimé que le contenu n'était pas forcément trop en leur faveur? Je sais pas. On voit bien qu'il y a l'école du jeu ici, mais je vois pas notre vidéo à nous, donc bon, c'est un petit peu de moche de ce point de vue-là. Il y aura bel et bien du français, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense que ce sera par Don't Panic, j'imagine, mais à vérifier.
Et puis pour la timeline, théoriquement, on a un jeu qui devrait arriver au backer en fin du premier trimestre 2026 jusqu'à fin du deuxième trimestre 2026 en fonction de la Wave 1 ou Wave 2 à voir. Pour ce qui est du shipping, Canada, ça va être de 20 à 25 euros. Pour l'Union Européenne et la Suisse, 22 à 30. Et puis pour nous qui sommes dans la zone VFI, donc c'est l'entreprise qui s'occupe de la zone Asie de manière générale, nous on est dans la zone VFI 1, donc ça sera 38 à 69 euros de frais de port, mais je me rends compte que j'ai pas encore parlé des pledges. Donc j'ai raté le chapitre le plus important quasiment. La boîte de base est à 69 euros. Sinon, à 85 euros, on a aussi la Nightmare Box qui ajoutera plus de miniatures, une grosse boîte et puis une boîte de Beast Cargo qui vient ajouter encore plus de miniatures pour chacune des bêtes, chacun des monstres, quoi, en gros. Voilà, c'est à peu près tout. Non, parce qu'on a encore d'autres pledges. Donc on en a mentionné 2 ici. Ok. Et en fait, il y en a d'autres. Il y a un pledge à 149 qui vient ajouter aussi une extension communautaire. Donc vraiment, les backers vont être partie prenante de cette extension. Ensuite, il y a aussi les tokens en acrylique, il y a les tokens de métal les tokens de stress en métal, pardon, les sleeves, les néoprènes, bref, beaucoup d'ajouts de deluxification, le tout pour 150, et puis on peut monter jusqu'à 199 pour le all-in, qui vient ajouter quoi du coup un diorama collector pour le coup, ok, un artbook, bon, encore plus de petits éléments de deluxification, pas forcément très nécessaires pour le jeu. Mais bon, encore une fois, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, projet vraiment intéressant sur le papier, qui, je pense, a beaucoup de potentiel, mais qui, en l'état de ce qu'on a pu tester, nous, l'état prototypal, était encore quand même pas mal terni par les défauts qu'on a pu mentionner dans notre vidéo. Donc je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à aller checker la vidéo qu'on a pondue récemment. Voilà pour ce qui est de Hollow Pact, 806 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne. Ça n'atteindra pas clairement le résultat de Beast, mais je pense qu'on va quand même aller chercher les 2000 contributeurs d'ici la fin de la campagne, voire peut-être 2500. Mais vous m'expliquerez en commentaire ce que vous en pensez et les raisons qui pourraient aussi expliquer ce résultat bien moins conséquent que Beast à l'époque. Est-ce que Beast n'a pas convaincu aussi? Pourtant, il a plutôt une très bonne réputation, Beast. Hein. Voilà donc pour Hollow Pact, et c'était donc le dernier plat principal de la journée. On passe maintenant aux 2 desserts, car oui, il y en aura bien 2 cette semaine. On entame donc les 2 desserts de la semaine. Le premier, il s'agit de Nippon Zaibatsu, qui est une réédition de Nippon avec quelques petites nouveautés. Nippon qui est un jeu qui est sorti en 2015, donc oui, vous aurez compris que ça fait 10 ans, et donc pour l'occasion de ce 10e anniversaire, c'est Crowdy Games qui nous propose donc cette réédition plus petits ajouts de gameplay par-ci par-là, plus deluxification on va dire, parce que les composants ont aussi été revus et corrigés pour une plus grande immersion, pour un côté tactile plus agréable également. Et autant vous le dire tout de go, Nippon Zaibatsu c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Ça faisait un petit paquet de temps que j'avais pas donné décerné de petits coups de cœur de la semaine. C'est le cas. Et bien évidemment, au cas où vous le demanderiez, oui, le fait que le thème de ce jeu soit sur le Japon n'y est pas pour rien, bien évidemment. Dès lors qu'un jeu touche à la culture japonaise, à l'histoire japonaise, etc., bien sûr que ça me parle un petit peu plus qu'au commun des mortels parce que j'habite au Japon. Donc oui, forcément, prenez ça un petit peu en considération, hein. Prenez ça avec avec des pincettes. Nippon Zaibatsu, c'est mon coup de cœur parce que le jeu me semble vraiment très cool. C'est une réédition d'un jeu qui a déjà une belle cote de popularité. C'est un jeu qui a, je crois, 7,5, 7,6 sur BGG pour un jeu sorti en 2015 qui n'était pas issu du financement participatif. Donc à une époque où avoir une note au-delà de 7, 7.5 a fortiori, sur un jeu était quand même beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Maintenant, les biais de confirmation font que quand on a backé un jeu sur Kickstarter, GameFAQs et compagnie, on a plus facilement tendance à lui attribuer une excellente note. Plus les petits ajouts et, comment dirais-je, l'aspect peaufinage, rééquilibrage de certains éléments de gameplay font qu'il me semble encore plus intéressant
qu'à l'origine. Donc ouais, Nippon Zaibatsu, je suis le projet avec grand intérêt et il n'est pas impossible que je clique ce petit bouton, je soutiens ce projet dans les jours à venir. Vous l'aurez peut-être déjà noté aussi, mais on a bien la présence d'un drapeau français ici, certainement plutôt pour une version numérique, parce que autant vous le dire tout de suite, voilà, en cliquant ici International Editions, on a une liste d'éditeurs qui ont déjà été annoncés pour différentes langues. Cranio sera pour l'italien, Board Game Atelier sera pour l'allemand, Yoka Game sera pour la Chine par exemple, ou encore Hobbit Japan pour le Japon, mais on n'a aucune note concernant le français. Pourtant, il est annoncé en haut de page. Donc, est-ce qu'ils s'en occupent eux-mêmes en physique? Est-ce que l'éditeur français n'a pas encore été annoncé? Ou est-ce que simplement on aura une version numérique et pour l'instant pas physique? Pour l'instant, difficile à savoir. On pourra éventuellement demander en commentaire pour avoir un peu plus d'informations. Mais même problème que d'habitude sur Kickstarter, pour laisser un commentaire et donc une question, il faut déjà être backer. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de laisser votre back jusqu'à la fin de la campagne, mais bon, c'est toujours un peu plus chiant que sur GameFound. Quoi qu'il en soit, Nippon Zaibatsu, pour l'instant, 1733 contributeurs, c'est un très beau score de début de campagne. Pour rappel, Crowdy Games, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou l'auraient oublié, on les connaît notamment pour City of the Great Machine, qui est un jeu que j'aimerais beaucoup essayer, que j'avais hésité à backer, que j'avais hésité à acheter en occasion au Japon ici, mais il était un petit peu cher à l'époque, ou encore Evolution récemment. C'était aussi eux qui, pour premier projet, avaient lancé Deep State, qui est aussi un de mes Grail Games, mes jeux Graal, si je peux me permettre une traduction un petit peu littérale, pas forcément très élégante, un jeu assez unique, qui avait l'air d'être vraiment cool, tout petit tirage, 550 contributeurs à l'époque, mais avait une très bonne réputation. Donc ouais, j'aurais bien aimé pouvoir remettre la main dessus un de ces jours, on verra bien si peut-être l'occasion se présente un jour. Et donc, ils reviennent avec cette fois-ci une réédition, je crois que c'est la première fois qu'ils font une réédition d'un jeu préalablement sorti. Nippon Zaibatsu, on vous envoie directement au Japon du 19e siècle, c'est donc la restauration de Meiji, qui est une des époques les plus intéressantes de l'histoire japonaise, l'époque qui suit le Sakoku, donc la longue période de 150 ans pendant laquelle le Japon était fermé aux pays étrangers. Donc là, le Japon s'est réouvert et il veut se mettre un petit peu à niveau des pays occidentaux et donc il va entamer une révolution industrielle. Et donc nous, on va être à la tête d'un Zaibatsu. Un Zaibatsu, c'est une sorte de conglomération de différentes entreprises en une seule. Et le terme a un petit peu disparu aujourd'hui au Japon, mais c'est pas comme si ça existait plus tout à fait. On a des compagnies qui sont un petit peu touche à tout, quoi. On va avoir des entreprises comme je sais pas, Yamaha qui va faire des motos, mais aussi des pianos par exemple, sur les choses-là. On a beaucoup d'entreprises au Japon qui vraiment sont implantées dans beaucoup de secteurs à la fois. C'est un petit peu ça ce qu'on pourrait appeler comme une Zaibatsu. Et donc, c'est un jeu qui vient mêler différents mécanismes que généralement j'apprécie beaucoup. On a du placement d'ouvriers avec des ouvriers qui sont légèrement spécialisés. On aura aussi de la gestion de ressources parce que souvent ça va de pair, bien évidemment. On aura des objectifs un petit peu communs. C'est l'un des ajouts de cette nouvelle édition de Nippon. Mais tout ce qui est aspect de gameplay, on va revenir un peu plus en détail dessus par la suite. Donc, rappel pour les conditions de base, enfin la configuration de base du jeu, c'est pour 1 à 4 joueurs, donc oui, il y a bel et bien un solo. Il me semble que le solo est également nouveau d'ailleurs, je crois qu'il n'était pas disponible dans les versions d'origine. Quoi qu'il en soit, il est désormais disponible dans cette nouvelle version de Nippon. C'est pour 12 ans et plus, donc un jeu plutôt initié plus / expert, mais 12 ans et non pas 14 comme on le voit souvent pour les jeux experts, donc bon, peut-être que ça reste relativement accessible malgré tout. Et pour des parties, en plus de ça, relativement ramassées, puisqu'on est sur du 60 à 120 minutes. Donc bon, pour 4 joueurs, ça reste relativement facile à sortir en théorie, d'autant plus que si vous prenez l'édition Deluxe, je crois, c'est peut-être pas pour la version de base, mais pour la version de Deluxe, il y a une installation assez simplifiée, assez rapide, pareil pour le rangement d'ailleurs aussi. Alors, le petit how to play, je vous ai parlé tout à l'heure de placement d'ouvriers, on va donc recruter, avant de les utiliser, des ouvriers, et chacun a une couleur spécifique, enfin chacun, pas chacun, mais il y a plusieurs types de couleurs spécifiques, chacune de ces couleurs représente un département d'ouvriers, et donc une spécialisation, on va dire, de ces ouvriers en question. Ensuite, sur notre plateau individuel, on va avoir plusieurs emplacements pour construire des usines, et donc produire des ressources qu'on va être amené à utiliser par la suite. Ensuite, on va utiliser ces ressources en partie pour
les fournir à différents marchés locaux pour, comment dirais-je, satisfaire les demandes locales bien évidemment, et gagner en influence aussi dans la région. On va se développer avec son plateau individuel double épaisseur pour moderniser, développer de nouvelles technologies, les améliorer dans nos usines déjà présentes, etc. Ensuite, on va aussi avoir un aspect de quasiment prise de territoire, contrôle de territoire, puisqu'on va pouvoir chasser un petit peu la concurrence en produisant des services de meilleure qualité ou en plus grande quantité, ce genre de choses-là. On va pouvoir aussi construire des chemins de fer, puisque c'est aussi à cette époque-là que ça s'est développé au Japon. Maintenant, c'est le pays du train par excellence, même si c'est pas le seul. La Corée est apparemment très très bonne aussi à ce niveau-là. Mais du coup, c'est à peu près à cette période-là que ça s'est commencé à se développer, et c'est un des éléments du gameplay assez important apparemment. On va pouvoir aussi recruter des experts étrangers, occidentaux, parce que vraiment c'est à cette époque-là de la réouverture du Japon qu'on a commencé à vraiment avoir beaucoup d'interactions avec des étrangers, y compris pour se développer au niveau de la technologie. Et puis on va avoir une sorte d'action qui s'appelle Consolidate, donc consolidation, consolider, qui va nous permettre apparemment d'engranger de la thune pour les prochains tours, j'imagine, et puis aussi de, si j'ai bien compris par la suite de la campagne qui s'est présentée, de déterminer un petit peu la façon dont on va scorer en fin de partie, si j'ai bien compris. Vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator d'ores et déjà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle édition justement? D'abord, les ressources ont été revues et corrigées. Maintenant, on a des ressources en bois avec du screen print dessus, donc vraiment bonne qualité. Ensuite, on a, pour ce qui est du jeu de base, parce qu'on verra qu'avec la Deluxe, il y a des ajouts aussi de gameplay. Il n'y a pas que de la deluxification de composants. On aura 24 plus 6 usines, et on aura le double dans la Emperor's Edition, donc la version Deluxe. Donc jusqu'à 60 tuiles d'usine uniques. Ensuite, on aura des actions qui ont été légèrement mises à jour, comme je parlais tout à l'heure, je vous parlais de rééquilibrage, de peaufinage de certaines actions. Ensuite, la consolidation, l'action de consolidation a été un petit peu revue et corrigée aussi. C'est là d'ailleurs qu'il nous parle de points de victoire et de bonus qui seront aussi accordés aux joueurs en fonction des différents workers, des différents ouvriers qu'il aura au préalable embauchés, on va dire. Il y aura aussi un petit ajout de conditions de départ asymétriques qui sont totalement optionnelles, c'est une sorte de petit module, mais vous pourrez commencer avec des conditions légèrement asymétriques entre les joueurs, ce qui peut être assez intéressant. Nous on aime bien en tout cas les jeux avec un petit peu d'asymétrie. Là c'est très léger, le reste du gameplay ne sera pas asymétrique, mais ça peut être une idée assez sympa. Il y a aussi un sorte de petit module qui s'appelle Iwakura Mission, qui va vous permettre de vous octroyer les services de workers, enfin d'ouvriers experts, et d'aller les utiliser pour upgrader certains de vos départements, pour obtenir des bonus lors de la consolidation par exemple, ce genre de choses là. Ensuite, le petit module qui se placera sur la gauche du plateau central sont des objectifs communs qui n'étaient pas aussi présents donc, dans la version de base, et qui va donc ajouter un petit aspect de course aux objectifs, un petit peu à la Terraforming Mars par exemple. Et puis donc le mode solo qui n'était pas présent dans la version de base et qui l'est désormais, avec apparemment un automa assez facile à gérer. Voilà, c'est près tout. Ensuite, on nous parle donc de deux versions, la standard et la Emperor's Edition, donc la Deluxe. Pour le coup, je trouve que la boîte de la standard est plus jolie. Le petit bandeau vert foncé noir là en haut, avec Nippon en lettres dorées, ça cache un petit peu le ciel, le paysage derrière, et je trouve ça un peu moins charmant pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas la première fois que je trouve des boîtes Deluxe moins jolies que la boîte d'origine, mais c'est toujours un petit peu dommage. Et donc, vous aurez un petit liseré comme ça, rouge, quand les composants seront pour la Deluxe. Donc là, on a tout ça qui est bien sûr dans les deux versions. Là, vous voyez que dans le Emperor's Edition, on aura plus d'usines, ça passe de 24 à 48, de 6 à 12. Donc un peu plus de variabilité et donc de rejouabilité. Là, ça reste commun aux deux éditions. En revanche, dans la Emperor's Edition, on aura aussi des tokens de département ici, qui seront screen print, contrairement à ceux du jeu de base qui seront en carton. Là, ce sera du bois avec screen print. Ensuite, la différence pour les ouvriers, ils logeront dans un petit sachet classique, alors que dans l'édition Emperor's, il y aura le logo du jeu, on va dire, et une couleur un peu différente. Peut-être le matériel aussi, enfin le matériau, pardon, sera un petit peu différent aussi, je pense, peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Là, pareil, toutes les ressources qui seront screen print, et non pas des simples cubes, avec une forme un petit peu différente aussi. Ensuite, les tokens de métal qui, je crois, seront uniquement dans la version Emperor's en métal, alors qu'elles seront en carton dans la version de base, je crois, mais là pour le coup c'est pas stipulé.
ce qui me semble un petit peu étrange. Bref. Les Zaibatsu Boards, donc les plateaux de joueurs individuels, double épaisseur, on continue, donc tout ça c'est screen print aussi. Le petit plateau pour l'automa, donc pour jouer en solo, et puis pour la Emperor's Edition, et uniquement l'édition donc Emperor, donc Deluxe, on aura donc ce petit module de objectif commun, donc l'aspect course. C'est dommage que ce soit uniquement dans l'édition Emperor, qui devrait théoriquement être une version deluxifiée, mais là du coup, il donne une incentive, comme on dit en anglais, incentive, comment dire, une raison supplémentaire d'aller backer l'édition Deluxe en ajoutant du gameplay dedans. Bon, on appréciera ou pas. Et puis l'édition Emperor qui va donner aussi accès à l'insert en plastique pour ranger et installer plus rapidement votre jeu. On peut espérer qu'il y aura, oui c'est ça, lids, donc ça c'est bon, il y aura bien des couvercles, donc ça sera plus pratique parce que sinon ça pourrait se casser la gueule. Les pledges, édition standard 60$, édition Emperor 80$, avec donc les pièces de métal à l'intérieur, ce qui veut dire que là-dedans c'est bien du carton. C'est dommage de ne pas l'avoir explicité ici. Bizarre, un petit oubli. Ça peut arriver. Sinon, petit pledge à 2 copies. Bon, c'est un peu moins cher. Oui, ça fait 8$ de moins. Bon, c'est déjà ça de prix. Voilà. Donc, le français sera disponible, mais c'est pas encore annoncé au niveau de l'éditeur, à moins qu'ils ne s'en occupent par eux-mêmes. Le reste, on a aussi en add-on un petit playmat en néoprène avec les objectifs communs sur le côté, si ça vous chante. Sinon, les pièces de métal, vous les avez déjà offertes dans la version Empereur, mais sinon, vous pouvez la prendre en add-on à 15$ également. C'est à peu près tout. Du coup, on va pouvoir passer aux estimations de frais de port, sachant que, oui, le sketch, je vois ça ici, théoriquement, la livraison devrait commencer en novembre. Et là, c'est encore l'occasion pour moi de vous rappeler que depuis quelques mois, déjà 6 mois environ, on voit de plus en plus de campagnes qui proposent une livraison vraiment rapide. Parce que là, bon, on parle quand même de 6-7 mois pour une livraison, là où beaucoup de projets avant nous parlaient de 1 an et demi, parfois 2 ans avant la livraison. Peut-être qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui sortent des projets sur Kickstarter, GameFound, qui sont déjà presque terminés, quoi. Donc là, c'est plutôt une bonne chose en soi, même si, bon, il s'agit d'une réédition, donc une grosse partie du travail est déjà fait au préalable, bien évidemment. Les frais de port, disais-je, Canada, ça va de 22 jusqu'à 23, on va dire, parce que là, c'est si vous prenez 2 copies, donc on va dire 22-23, ça fait 1$ de différence. Zone Europe, pour la Belgique ou la France, par exemple, ce sera 18 jusqu'à 25 potentiellement. Et puis pour nous, au Japon, 34-35, bon, on est le pays d'où est l'origine, enfin d'où provient la thématique du jeu, et pourtant on paye quand même beaucoup plus que vous en frais de port, mais bon, ça n'a rien à voir avec la thématique, ça c'est purement de la logistique. 34-35$ de frais de port pour nous, mais nous on paye pas la TVA par-dessus, donc ça c'est quand même à mettre, enfin à souligner quoi pour nous. Voilà, c'est après tout ce que je pourrais vous dire concernant Nippon Zaibatsu, mon petit coup de cœur de la semaine. Je pense que je vais quand même le backer parce que c'est un classique, remis au goût du jour, rééquilibré, peaufiné un petit peu, avec des petits ajouts qui ont l'air vraiment vraiment cool. Donc ouais, il y a de fortes chances que je me jette sur Nippon Zaibatsu d'ici la fin de la campagne. Ça fait 5 minutes que je me demande si vous n'entendez pas le mec à côté qui est en train d'utiliser, j'imagine, un sécateur électrique, quelque chose comme ça, parce que du coup ça fait du boucan. Normalement le micro doit capter devant lui et non pas derrière lui, donc ça doit aller à peu près, mais je me demande si vous l'entendez pas un petit peu, auquel cas désolé. Bon, de toute façon ma voix devrait quand même porter un peu plus. On continue et on termine ce menu crowdfunding avec l'arrivée de Flamecraft Duels. Alors oui, c'est un petit peu la mode depuis 1 ou 2 ans de voir des jeux portés en version duel, et bon, ça semble un peu redondant récemment, c'est parfois un petit peu saoulant même, j'ai envie de dire. Certaines fois on nous propose des versions duel de jeux qui n'avaient pas besoin de version duel, parce que ça marchait déjà très très bien à 2 en l'état. Là, heureusement, pour le coup, Flamecraft Duels, c'est pas du tout Flamecraft en réalité. Ça reprend l'univers et la direction artistique de manière générale de Flamecraft, les dragons de Flamecraft, mais c'est un jeu radicalement différent. Et du coup, c'est un petit peu dommage de l'avoir appelé Flamecraft Duels. Je comprends ce qui les a amenés à faire ça, c'est vraiment pour montrer que c'est encore dans l'univers de Flamecraft, qui a notamment beaucoup marché. C'est un succès commercial en partie parce que l'univers était magnifique, parce que c'était les artworks de Sandara Tang, mais du coup c'est quand même pas du tout le même jeu. Cela étant dit, ça les empêche pas de tout casser.
Ils ont un petit peu plié Kickstarter en 3 depuis le début de la campagne à 3-4 jours. On est à 8200 contributeurs, 440 000 € d'engrangés parce que les pledges sont pas très hauts. En réalité, vous allez voir, ça coûte pas très cher. 19 jours avant la fin de la campagne, donc vraiment, il y en a de partout. Sol, plafond, moquette, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, Flamecraft Duels, c'est un très beau succès. Et c'était un petit peu couru d'avance. On savait que Flamecraft avait fait un gros succès. Il a été localisé à travers le monde dans plus d'une quinzaine de langues à mon avis, c'est un gros succès, et donc cette nouvelle mouture, qui n'est pas une nouvelle mouture, mais un nouveau jeu dans l'univers de Flamecraft, c'était sûr qu'il allait faire un gros résultat, et je les vois bien faire plus de 15 000, entre 15 et 20 000, c'est plus ou moins acquis à mon avis. C'est le 5e projet sur Kickstarter de Cardboard Alchemy. On les avait d'abord vus avec Mission Catastrophe, parce que bon, ça c'est encore autre chose, puis Flamecraft, et puis plus récemment Critter Kitchen, que j'avais pas backé, parce que l'univers me parlait moins, la thématique me parlait un petit peu moins aussi, mais je crois, j'ai appris récemment, que Xavier l'avait chopé en occasion ici au Japon. Donc j'aurai quand même certainement l'occasion d'y jouer dans pas trop longtemps, et j'imagine que c'est un bon petit jeu aussi. Cardboard Alchemy fait souvent maintenant des jeux relativement familiaux plus, on va dire initié moins, assez charmant avec souvent une très belle DA, et c'est à nouveau le cas donc pour Flamecraft Duels. Alors Flamecraft Duels, c'est un jeu de pose de, alors ils disent de tuiles, c'est pas vraiment des tuiles, c'est des petits jetons un peu format poker, quoi, plus petits quand même, en plastique. D'ailleurs on va voir que les composants sont magnifiques dans le jeu. Donc petits jetons de plastique sur une sorte de grille comme on le voit ici, et comme dans Flamecraft, c'est un des points communs, c'est que chaque type de dragon va avoir des petits pouvoirs spécifiques. Par contre, tous les dragons rouges ont le même, tous les dragons jaunes ont le même, etc. Mais par contre, ils ont pour chaque couleur une compétence spécifique. On va donc poser des petites tuiles, des petits jetons sur le plateau central et activer l'effet du dragon. Il y aura aussi, petite nouveauté, que l'on retrouvera dans des micro-extensions pour Flamecraft, parce que oui, cette campagne fait aussi l'objet... Flamecraft, premier du nom, fait aussi l'objet de petits ajouts via cette campagne-là. Donc pour les amateurs de Flamecraft qui ne seraient pas très intéressés par Flamecraft Duels, restez jusqu'à la fin de ce segment parce qu'on en parlera aussi. Donc oui, petit ajout qui se retrouvera aussi dans les extensions de Flamecraft, ces fameux dragons hybrides qui donc partagent 2 couleurs et qui auront des petits pouvoirs eux aussi spécifiques et qui n'existaient pas jusqu'à présent, y compris dans Flamecraft. Donc Flamecraft Duels, c'est pour 2 joueurs, mais il y a un petit mode solo, donc vous pourrez aussi en profiter si vous jouez en solo, pour des parties assez courtes, 30 minutes la partie, et pour 10 ans et plus, donc un jeu vraiment très abordable. Et en plus de ça, vous allez voir que les composants vraiment sont hyper cool. On est sur une édition Deluxe, qui sera certainement pas disponible en boutique, j'imagine que là en boutique on aura une boîte beaucoup plus classique, des composants un peu plus classiques aussi, mais en tout cas, là pour la édition Deluxe qu'on nous présente durant cette campagne, vous aurez une boîte avec un loquet. C'est pas une boîte qu'on a l'habitude de voir, en fait c'est une boîte en bois à loquet. Vous ouvrez le loquet et à l'intérieur vous dépliez directement le plateau de jeu et sous lequel, sous les deux pans du plateau de jeu, vous allez voir tous les matériaux utilisés dans le jeu. Les cartes sont en plastique, en PVC, un petit peu façon Cheap Theory Games par exemple, et puis on a un petit, comment dirais-je, une solution de rangement magnétique qui fait que même si vous ouvrez ça ne dégueule pas dans tous les sens, et ça c'est plutôt très pratique aussi. What's in the box? Alors d'abord, les petits dragons hybrides, il y en aura donc 6. Ensuite, 36 dragons artisans, donc monocolores pour le coup, monochrome, plus un petit sac en velours, je crois. J'aime pas cette matière, mais bon, c'est que voulez-vous. Ensuite, des cartes de poker, enfin des cartes de poker, de format poker, qui sont en fait les cartes de magasin. Et cette fois-ci, ce seront les cartes qui vous permettront de scorer, parce qu'en fait, vous allez chercher à faire des figures sur la grille centrale, avec les icônes qui sont disponibles sur les cartes en question. Et quand vous réussissez à compléter ce prérequis, eh bien vous allez scorer des cartes. Vous aurez aussi des fancy cards qui vous permettront d'obtenir des petits pouvoirs momentanés ou permanents. Ensuite, vous avez un petit module avec la fontaine. Si vous jouez avec la fontaine, vous aurez quelques petits éléments de gameplay qui vont être amenés à changer aussi. Pour ce qui est du gameplay très rapidement, vous allez dans le sac tirer un token, un jeton de dragon, vous allez le placer, vous allez ensuite déclencher là où les compétences du dragon en question, qui va certainement parfois impacter le placement d'autres dragons, sur des choses-là, intervertir des dragons sur des choses-là, et donc une fois que vous aurez réussi à compléter des figures, eh bien vous allez scorer les cartes qui seront en votre possession.
Voilà, le tout en une partie d'environ une demi-heure approximativement. Donc voilà, ça a l'air très très cool. Et donc, dans cette extension de Flamecraft, parce que je vous parlais tout à l'heure d'extension de Flamecraft, il y a aussi une extension, ou même plusieurs micro-extensions pour Flamecraft dans cette campagne. On les voit ici, avec le titre Dragons and Dragons. Donc c'est plusieurs mini-extensions pour le jeu de base, avec d'abord donc l'ajout de ces fameux dragons hybrides, bicolores, avec donc un petit pouvoir spécifique pour chacun d'entre eux. Donc ça c'est plutôt un ajout intéressant. Ensuite, on a un petit tapis de néoprène que l'on pourra reposer sur le tapis de néoprène préexistant pour une sorte de petit module intitulé Parks and Crafts qui vient modifier un petit peu le gameplay de cet aspect, de cette partie du jeu en tout cas, qui permettra d'utiliser la compétence de Fire de certains dragons plus facilement apparemment. Il y aura de nouvelles boutiques, de nouveaux magasins que l'on pourra utiliser également, une nouvelle façon également d'enchanter les magasins en question, donc ça aussi plutôt intéressant, et puis de nouvelles cartes de compagnons, de dragons de compagnons, qui vous donnent des pouvoirs un petit peu asymétriques en début de partie, qui soient uniques ou un peu sur le long terme. Voilà, c'est à peu près tout, et pour ce qui est des niveaux de pledge, je vous l'ai dit, c'était pas très onéreux, ça se confirme ici, hein. 30$ pour Flamecraft Duels dans sa version Deluxe. Ensuite, pour ceux qui voudraient uniquement les extensions de Flamecraft, c'est Dragons and Dragons pour 20$, donc encore une fois relativement accessible, sachant que dans le tas, il y a quand même un petit tapis de néoprène, bon, qui se posera par-dessus un autre tapis de néoprène, bon, mais quand même, c'est pas très très cher. Sinon, le Gameplay Bundle, donc le jeu Flamecraft Duels plus les extensions de Flamecraft, sans le jeu de base, attention, il faudra avoir le jeu de base, c'est donc 50$, et puis si vous voulez la totale, donc le espèce de all-in à 99$, il vous donnera aussi accès à l'artbook de Sandara Tang, donc l'illustratrice de l'univers de Flamecraft, ainsi que de nouvelles peluches qui n'étaient pas présentes, je crois, dans la première campagne. Voilà, sinon en add-on on peut choper les promo cards de la première campagne par exemple, ce genre de choses là, et puis on peut aussi choper donc les différentes peluches de la campagne. Voilà, sinon on va pouvoir passer maintenant au frais de port, peut-être aussi le schedule rapidement pour voir quand est-ce que c'est censé arriver, mais je crois que je ne l'ai pas vu. Non, c'est prévu pour quand? Pour décembre 2025, donc pour Noël prochain. Donc encore une fois, théoriquement, une livraison assez rapide. Et donc, pour le shipping, Canada, ça va de 16 à 24, en fonction du pledge que vous allez choisir. Zone Europe 1, avec la France ou la Belgique, par exemple, 14 jusqu'à 25. Pour nos amis du Luxembourg, par exemple, ce sera 19,33. Pour la Suisse, 20 à 35. Pour nous, au Japon, ce serait 19 à 51. Bizarre ce bon numérique là, tu passes de 19, 22, 25 à tout à coup le double 51, ça pique un petit peu pour le pledge all-in. Voilà, bon ici on a, ou j'ai tout du moins, Flamecraft, Xavier a donc Creator Kitchen. Est-ce que pour autant Flamecraft Duels m'intéresse à backer? J'ai envie de dire peut-être pas, pas outre mesure en tout cas. Les extensions de Flamecraft, ça m'intéresse un petit peu dans le sens où ça pourrait permettre de renouveler, de donner un petit peu plus de variabilité, donc de rejouabilité à l'expérience de jeu de Flamecraft, qui est un jeu qu'on aime bien. Et pour autant, ça m'amène à réfléchir aussi à un aspect que l'on connaît tous dans nos ludothèques respectives, c'est la présence de jeux qu'on aime beaucoup et qu'on sort pas pour autant. Et Flamecraft en fait partie. On a dû en faire une dizaine de parties, je pense, depuis qu'on l'a. Mais pour autant, depuis... je vais vérifier devant vous. On va aller dans l'appli de BG Stats. On va regarder de quand date la dernière fois qu'on y a joué. Parce que je pense que ça fait plus d'1 an. Et du coup, se pose la question de la légitimité, la raison véritable d'aller backer les extensions de Flamecraft alors qu'on ne joue pas. Et en même temps, ça pourrait être une nouvelle occasion de se dire, bah tiens, on va le ressortir parce que maintenant on a des extensions qui peuvent le rendre encore plus intéressant, encore plus sympa. Flamecraft, eh ben peut-être pas en fait. J'ai peut-être joué plus récemment que je ne le pensais. Eh ben ouais, écoutez, on avait fait l'avant-dernière partie en mars 2023, donc là pour le coup ça faisait 2 ans. Par contre, on y a joué en novembre 2024, donc en fait ça fait 6-7 mois qu'on avait fait une partie avec Xavier et une autre collègue, et d'ailleurs Xavier avait gagné, ce qui n'est pas très fréquent, ça mérite d'être souligné. Donc ouais, ça fait pas si longtemps que ça en vrai. Mais donc oui, un jeu qu'on sort pas très très souvent, même si on l'aime beaucoup,
Est-ce que je vais backer les extensions pour ça? Je ne sais pas encore, c'est pas impossible. On vient de voir juste avant que Nippon Zaibetsu me fait méchamment de l'œil. Il y a un autre projet qui est encore en cours, que j'ai présenté récemment, qui me fait de l'œil aussi. Donc, je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est tout pour cette semaine du menu crowdfunding. Je vous remercie comme d'habitude de l'avoir suivi avec toujours autant d'assiduité. Vous êtes toujours aussi nombreux, voire même peut-être un peu plus nombreux récemment dans les commentaires, même si on vit une période un petit peu morose, un petit peu moins intéressante que les dernières années sur Kickstarter, GameFAQs et compagnie. Donc encore une fois, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit like, je ne le dis quasiment jamais, donc de temps en temps il faut le rappeler, ou à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait bien évidemment. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Ludovorks, soit avec Xavier, on devrait avoir une ou deux vidéos bientôt, et puis au pire, on se retrouve pour le prochain menu crowdfunding la semaine prochaine, bien évidemment, en espérant que ma voix aille mieux. Et puis aussi, petit point, on se retrouve aussi sur la chaîne de Nyx, puisque avec lui, je tourne ce soir un nouveau podcast. À quel sujet me direz-vous? Suspense. Allez, à la prochaine, jouez bien, prenez soin de vous, bye.